Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans notre webinaire. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. On va patienter quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. On est assez nombreux ce matin et je pense qu'on va commencer d'ici 3-4 minutes. N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous faites dans la vie et d'où vous venez. Ça nous intéresse. Bonjour Christelle, bonjour Caroline. Bonjour Lisa. Salut Lisa. Bonjour Magali, bonjour Yann. Ça commence à se connecter pas mal. Bonjour Kelly. Bonjour Rachel. Bonjour Blandine. Ah, on a un webinaire international. On a quelqu'un, Rachel de Suisse. Bonjour David. Bonjour Elodie. Bonjour Alicia. Vous apparaissez au compte-gouttes là. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire du jour. Pour les nouveaux arrivants, je disais qu'on va attendre encore 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte. On est assez nombreux ce matin. Euh, et puis, on commencera à se présenter et on lancera le sujet du jour. Il est peut-être Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour Valérie. Ah, on a des noms qui ne sont pas inconnus. Non. Bonjour Noah. Bonjour Anne-Flore. Bonjour Véronique. Bonjour Céline. Bonjour Elodie. Bonjour Delphine. On est- Bon, on va peut-être commencer. Ça fera venir Ouais. les retardataires. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène Durier, je suis directrice marketing et communication chez Customs Bridge. Et aujourd'hui, on a vraiment voulu vous proposer un contenu hyper opérationnel. Donc, les erreurs les plus fréquentes en matière de classement douanier, de déclaration et dans l'import-export de manière générale, avec un focus vraiment très concret sur les conséquences réelles en fait de ces erreurs, hein, notamment vous connaissez certainement des blocages de marchandises, par exemple, des amendes, des contrôles qui sont renforcés et surtout des pertes financières importantes. Donc, l'objectif de cette session, c'est de vous permettre de gagner en vigilance et surtout en efficacité dans vos opérations douanières à partir de cas concrets vécus sur le terrain par Sylvie Milzarek, qui est experte en réglementation douanière chez Customs Bridge, et par Florence Dubude, qui est directrice de l'agence Boost Office, que je vais laisser se présenter. Ça sera peut-être plus facile et plus simple. Allez-y. Donc, Sylvie, je viens d'une grosse société nommée Auchan où j'ai fait toute ma carrière dedans puisque j'y suis restée 42 années. Donc, en international, ce qui m'a permis de bien comprendre ce que c'était que la douane. Et puis, je pensais aller aux Seychelles après, puisque j'avais le droit de tenir ma retraite. Mais j'ai eu une équipe qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, tu vas t'ennuyer, je pense que… Et puis, ben voilà, ça fait 4 ans que je suis chez Custom Bridge. Je ne regrette absolument pas. J'arrive toujours à faire ma petite retraite à côté. Et au moins, Alzheimer, ça sera beaucoup plus tard.
Bonjour à tous. Moi, c'est Florence Dubus. J'ai créé Boost Office en fait parce que sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup d'urgences, beaucoup de murs. J'ai appris, j'étais très autodidacte. J'ai appris sur le terrain, face à ces murs et aux urgences que j'ai pu rencontrer. C'est pour ça que j'ai créé Boost Office pour accompagner toutes les TPE, PME dans toute la partie blocage, urgence, où j'interviens en priorité et j'interviens également dans l'accompagnement pour anticiper ces urgences, les éviter justement éviter ces coûts qui sont assez importants. J'accompagne aussi sous forme de formation pour aider. Je me base vraiment sur le terrain pour vous donner toutes les informations qu'on peut rencontrer et les cas concrets. Et c'est vraiment sur ça que je suis prioritaire. Merci Sylvie, merci Florence. Alors, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, on va parler très opérationnel. On va commencer notre présentation très rapidement par une petite veille douanière, en tout cas un rapide rappel de l'actualité douanière, mais on va vraiment se focus sur les cas concrets d'urgence, hein, comme le disait Florence, et des études de cas, en fait, de choses qui sont réellement arrivées dans leurs expériences pour vous donner les meilleures pratiques et surtout essayer d'éviter de faire des erreurs évitables, justement. C'est parti. Donc, je laisse la main à Sylvie. Alors, donc, J'ai oublié de dire, excuse-moi, Sylvie, pardon. n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On y répondra au fil de l'eau. Ou bien à la fin, on a un petit moment d'échange de questions-réponses. Et n'hésitez pas. L'objectif, c'est que ça soit vraiment très interactif et opérationnel. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Voilà, excuse-moi, Sylvie, tu peux Pas y de aller. problème. Donc, on va commencer par Delta-IE. Je pense que tout le monde est familiarisé aujourd'hui avec ce Delta-IE qui nous prend des heures, des jours, des nuits. Donc, qui est un nouveau service en ligne de dédouanement développé par la douane française, donc qui vient remplacer notre fameux DAU de 56 cases pour passer à 120 jeux de données, et ce, dans le but d'harmoniser, interconnecter les systèmes nationaux de dédouanement pour voir apparaître enfin le fameux DCC, le code de dédouanement communautaire, pardon. Donc, pour l'instant, donc on travaille encore avec Delta G et Delta X, donc il y a une cohabitation entre les deux. Il devait normalement fonctionner au 1er juin 2025, mais toutes les bascules n'ont pas été effectuées et la douane avait aussi à travailler sur pas mal de petits problèmes qui bloquaient cette mise en place. Donc, il a été reporté au 30 juin 2025. Donc, attention, des ralentissements, attention, bug informatique, il peut y avoir des retards possibles. Bref, surtout quand vous avez encore des problèmes à ce sujet, la douane l'a bien répété à travers les webinaires, n'hésitez pas à remonter vos demandes ou vos remarques pour qu'elles puissent très vite solutionner cela. Alors, ensuite, on va passer donc à Monsieur Trump, donc dans son deuxième mandat, où depuis on a vu apparaître ça s'en va et ça revient, des droits de douane, un peu comme la chanson de comment il s'appelle, Claude François. Donc en gros, on a eu des droits de douane additionnels sur l'acier de 25%, sur l'alu, pareil. C'était pas suffisant pour lui, on est passé sur des droits de douane sur les véhicules. Peu de temps après, c'était toujours pas suffisant sur les pièces automobiles. Il a retravaillé le seuil du minima pour la Chine, le Hong Kong et Macao. Voilà, il y a eu des contre-mesures de l'UE, mais pour l'instant aussi en suspens pendant 90 jours. Toujours est-il, on vous a plus noté dans la slide maintenant, parce que je pense qu'il y a pas mal d'informations qui pleuvent de part et d'autre. On vous a surtout mis que là, à l'instant T, c'est surtout les droits de douane, les premiers là, qui passaient à 25% sur l'alu, l'acier, qui passent à 50%. Donc pour tous ces produits aciers en provenance de tous les pays, et ce depuis le 4 juin, sauf pour le UK où il y a eu un accord dernièrement, où là on reste toujours à 25%. Attention, donc précaution sur le chapitre 76, où il peut y avoir des exonérations sur le calcul sur la base de la valeur de teneur en aluminium à l'intérieur des produits. On a vu aussi apparaître donc un accord là dernièrement avec la Chine qui est toujours en approbation, donc à suivre. Et c'est vrai que cet accord devrait normalement
améliorer les choses, mais il y a déjà eu une validation pour que la Chine puisse fournir de ce qu'on appelle des pièces rares, c'est-à-dire des matières premières pour, par exemple, les batteries électriques, pour les éoliennes, etc. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Je pense pas que cette nuit, il y a eu encore un gros scoop. Elle a mis aussi à disposition, mais ça on tenait à le dire également, une dernière programmation. Dedans, vous y trouvez des annexes avec plein de choses sur, par exemple, les codes mesures, sur les articles ALU et les dérivés, etc. Donc, je vous laisserai regarder la slide puisque Hélène, je pense que à l'issue de ça, tout le monde va pouvoir la voir. Faites bien attention justement aux chapitres 72, 73 et 76 et notamment les chapitres 83, 84 et 87. Donc, classez bien en amont vos produits parce que une erreur de classement, et vous l'avez tous bien compris, peut engendrer des problématiques. Alors, on vous a mis aussi avec Hélène, et c'est quelque chose qu'on avait dernièrement recueilli, c'est que personnellement, même moi, je voyais toujours chapitre 99, 99, je me demandais ce que c'était, et en fin de compte, effectivement, dans tous ces textes, c'est quand même intéressant parce que dans la section 12, chapitre 99, vous retrouverez les codes correspondant aux droits additionnels réciproques. J'ai oublié d'en parler aussi tout à l'heure, ça a été aussi en plus avec les droits sur l'acier, ou les droits additionnels sur l'acier qu'on a parlé évoqué tout à l'heure. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer la slide suivante. Donc, pour les entreprises, surtout anticiper toutes ces barrières, je dirais. Préparez-vous à des modifications en interne. Peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec tel ou tel incoterm, donc étudiez bien tout cela. Suivez au jour le jour, je dirais, la veille réglementaire et surtout avec l'étude de vos produits, on sait très bien qu'il y a 3 piliers, c'est le classement, l'origine et la valeur. Donc l'origine, attention, c'est pas la même origine que l'on connaît, il n'y a pas de règle de liste, c'est l'origine donc non préférentielle. Et il y a un guide aussi qui vous permet, qu'on a déjà évoqué lors de précédents webinaires, pour aller rechercher cette étude qui est le Congressional Research, excusez-moi de ma prononciation en anglais, International Trade Role of Origin. Donc dedans, vous pouvez être surpris qu'un produit, pour l'UE, c'est telle origine, mais par contre pour les USA, pas. Donc, pareil, n'hésitez pas à faire une demande de REC. Et pareil, travaillez aussi avec un bon RDE côté USA, puisque c'est lui qui est censé aussi connaître la réglementation par rapport à tous ces impacts. Il y a également des sources de sourcing qu'on verra justement avec des accords pays un peu plus loin dans les slides. Je reprends la main. Donc, petit rappel sur le MACF. Donc, je vais aller très vite parce que je pense que vous êtes tous au courant de cette réglementation. Donc, c'est une taxe carbone aux frontières. Son objectif, c'est d'éviter le dumping carbone, tout simplement. Donc, c'est-à-dire empêcher que les entreprises délocalisent leur production dans des pays où les normes environnementales sont moins strictes. C'est une réglementation qui est climatique, mais en fait qui est aussi douanière, car elle s'applique à l'importation de certains produits, notamment à 6 grandes familles que vous voyez sur la slide. Donc tout ce qui est, c'est des produits à forte intensité carbone, donc le ciment, fer et acier, aluminium, les engrais, l'électricité, l'hydrogène. C'est pas uniquement les matières premières, certains produits qui sont semi-transformés sont aussi concernés, notamment comme les tubes acier ou autre chose. Alors, les conséquences, c'est surtout que il va falloir être absolument obtenir le statut donc de déclarant MACF autorisé, et parce que seuls les déclarants de ce statut pourront importer ces marchandises qui sont couvertes par le MACF. Idem, comme on l'a dit précédemment, les outils informatiques, les personnes, les services concernés pour bien respecter cette réglementation, parce qu'on dit toujours c'est la douane, mais il y a des services comme la qualité ou le juridique qui doivent aussi être impactés dans ce genre d'informations. Alors, vous serez obligé, on l'a également dit précédemment dans d'autres webinaires, déposer des rapports trimestriels pour le moment, mais ensuite, au 1er janvier, ils deviendront donc annuels. On est loin, je dirais, des quotas gratuits qui étaient mis en place dans le cadre du marché européen et qui de limiter les risques de fuite de carbone. Donc, il faut absolument bien suivre cela.
Passons à la réglementation RDE, donc le règlement sur la déforestation. Donc c'est une réglementation européenne qui est entrée en vigueur en 2023 de mémoire Mhm. et qui vise à interdire l'importation et la mise sur le marché européen des produits qui sont liés à la déforestation. Donc l'objectif c'est assez clair, hein, c'est protéger les forêts en empêchant notamment les entreprises européennes de participer même indirectement à leur destruction. Donc, concrètement, les entreprises vont devoir prouver maintenant que les produits qu'elles vendent ou qu'elles importent ben, ne proviennent pas de terres déboisées après le 31 décembre 2020 et sont traçables jusqu'à la parcelle de production. Donc, les produits qui sont concernés, je pense que c'est sur la slide d'après, non, ah ben, je les ai Et on mis l'a dessus. mis, oui. Les produits qui sont concernés, donc vous voyez un cacao, donc on a soja, huile de palme, le bois, café, caoutchouc, etc. Les produits dérivés aussi, ça peut être bah, des meubles en bois, ça peut être du cuir forcément, le chocolat hein, qui est issu du cacao. Donc tout ça, il faut être vraiment très vigilant. Et ça s'applique notamment à toute la chaîne d'approvisionnement. C'est pas uniquement à la partie à la fin, quoi. C'est toute la chaîne d'approvisionnement est concernée, y compris les importateurs, y compris les distributeurs et surtout les fabricants. Donc il faut vraiment être très rigoureux sur les complète et vérifiable de vos produits. Donc les entreprises vont devoir certainement cartographier leur chaîne d'approvisionnement, renforcer le dialogue avec leurs fournisseurs pour pas être embêtés quand il va falloir prouver les choses et mettre en place surtout bah, des vraies procédures de conformité à ce niveau-là. Donc effectivement, Hélène, là on passe un cran plus haut, c'est-à-dire que pas du jour au lendemain, mais bien en amont, voir avec vos fournisseurs toute cette réglementation. Alors ils sont au courant, mais à mon avis, il faut écrire des process et voir tout cela de plus près, puisque ça va demander donc ce qu'on appelle la diligence raisonnée, que vous allez devoir faire à travers un outil informatique qu'on appelle Trace, donc outil de la commission qui regroupera justement toutes ces déclarations. Donc, on a vu que c'était pas si simple parce que il devait être en application au 30 décembre 2024, mais là, il est déjà reporté au 30 décembre 2025, avec, je pense, un délai de 6 mois pour les petites et micro-entreprises. Je m'étais noté également, oui, ces déclarations devront être archivées aussi pendant 5 ans, surtout bien les garder. Et dernièrement, parce que je pense que c'était assez compliqué, il y a eu pas mal de remontées, on a vu paraître un règlement qui donnait donc les pays à risque, les pays standards et les pays à faible risque. Donc, pour les pays à faible risque, les opérateurs pourront avoir recours à la diligence raisonnée qu'on appellera une diligence raisonnée simplifiée, c'est cette nouveauté, et ils seront donc exemptés de procéder à l'analyse de risque. Par contre, tous les pays qui ont été nommés à risque et pays standards, eh bien eux, c'est la diligence raisonnée telle qu'on l'entend. Donc, par exemple, pour la Corée du Nord, la Biélorussie, la Russie, le Myanmar, dans les pays standards, on a l'Indonésie. Voilà. Donc tout ça, ça se travaille. Ça se travaille peut-être avec une base douane pour voir quels produits vous avez déjà importés qui n'avaient pas de problème et aujourd'hui ça l'est. Ça se travaille avec en amont avec quelles zones éventuellement. Il y a toujours des possibilités, même nous au Key Duty, Hélène, avec notre petite base qui permettrait de garder toute une sécurité. Oui. Oui, j'avais oublié aussi. Oui, à partir du mois de septembre 2025, il y a des codes à mettre dans la déclaration parce que c'est ces codes. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler du C716. Il y en a une série qui vont démontrer si votre produit il est soumis ou pas. Donc, on va plus parler de mots proprement dit, mais il y a bien des codes aussi à aller indiquer dans cette déclaration. Donc, vous trouverez tout ça dans le règlement de cette réglementation. Règlement de cette réglementation. Bon, vous m'avez bien compris. Alors ensuite, on va passer donc
à des accords justement pour voir un peu ce qu'on peut faire en tout ça. Donc, on vous a mis avec Hélène une petite liste de tous les accords qui étaient en cours ou à pourparler. Donc, moi, il y en a deux où j'aimerais bien un petit peu passer plus de temps. C'est celui de l'UE, l'Inde. Donc, l'UE, vous savez, enfin, l'Inde, il est dit que c'est la puissance, la troisième puissance mondiale d'ici 2027. Donc, on y est proche, derrière les États-Unis et derrière l'UE. C'est un accord quand même, je l'ai connu dans ma carrière avant, qui a été relancé également en 2021, donc il n'est pas tout jeune, mais lorsqu'il va passer, on va bien voir des réductions de droits, des ouvertures de marché, et c'est vrai que les 27 pays du milieu aimeraient bien voir tomber ces barrières tarifaires indiennes, particulièrement élevées sur tous les produits industriels, et ce, en échange d'un meilleur accès au marché de l'Union européenne pour tous les produits agricoles, agroalimentaires ou tous les services numériques. On a un autre accord également, c'est celui de l'accord UE-Canada. Donc là, on voit quand même 99,5% des droits qui vont être à zéro. On a une mise en place de contingents sur les produits textiles, sur l'alimentaire également, des facilités au marché public et monopoles provinciaux, l'alcool, des échanges plus faciles pour tout ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais ça vaut le coup de s'y pencher. Il y a eu dernièrement aussi, et je remercie l'audace, entre parenthèses, d'une présentation sur justement l'accord UE-Canada, où là, il rentre un peu plus dans le détail. Donc, je vous invite pour les personnes qui travaillent avec, ou qui pourraient être amenées à travailler, à revoir ce webinaire qui a été mis en ligne, pratiquement sûr par l'audace. Voilà. Donc, l'Inde, on en a parlé. Alors, après, on a diverses actualités. Je fais, tu fais. Vas-y, tu peux y aller. Alors, donc là, on va aller assez vite, mais vous aurez le compte rendu. Donc, on a la liaison avec le Delta Gun, à ne pas oublier. On a le 17e train de sanctions. Et oui, on en est au 17e, donc toujours avec des précautions, des restrictions qui s'ajoutent. On a, à ne pas oublier, la bascule de gamma 2 au 17 juin, tout ce qui est alcool, etc. Et puis, je dirais aussi que j'ai rajouté à la dernière minute, ne pas oublier son Néori Sirène. Toute nouvelle demande dans les applications européennes TPS, CDS, EBTI, etc., obligation du numéro de sirène. Si vous le mettez, le numéro de sirène, il sera automatiquement rejeté. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore demandé, ça se fait via Soprano. On est là quasiment, je dirais, je vais pas dire fin d'année, mais les vacances arrivent, on est content, on oublie, on va rentrer et on n'aura toujours pas son numéro. Au 1er janvier, obligation d'avoir ce numéro. Donc, profitez là encore peut-être qu'on n'ait pas basculé dans le détailleux, mais surtout d'aller faire ces demandes, comme d'autres demandes, les garanties ou les autorisations si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Bon, les actualités, c'est bon. On peut passer dans le vif du sujet. Florence, on te laisse la main pour nous expliquer un petit peu pourquoi une déclaration sur deux contient au moins une erreur selon la DGDDI. Merci. Oui, en effet, on saurait pas se dire comme ça, mais en fait, une sur deux a au moins une erreur et donc provoque soit des blocages, des amendes, des situations de crise, des coûts, que ça peut être en stockage ou autre. Pourquoi? Pourquoi ces erreurs? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir autant d'erreurs? C'est souvent parce que le commerce international, c'est une usine à complexité. Même dans une PME qui est bien organisée, il suffit d'un code HS code copié depuis une ancienne facture sans vraiment de justification, ou un fournisseur qui modifie légèrement un produit sans prévenir, ou une équipe export qui pense que c'est toujours passé comme ça, donc on continue. Une traduction un petit peu bancale sur une fiche technique, ou un oubli de mise à jour suite à un changement réglementaire. Et là, c'est la dégringolade. On se retrouve avec des erreurs, des blocages et des amendes, comme je le disais. C'est pas de l'incompétence, en vrai, c'est du fonctionnement quotidien qui est mal sécurisé. Parce que l'erreur vient rarement d'un manque de volonté, ça vient souvent d'un manque de process clair, d'alignement entre les services, ou même d'un pilotage un peu flou au niveau des enjeux douaniers. Donc, c'est vrai que c'est courant et bien plus courant qu'on ne le pense. Et je pense que justement, Sylvie, elle a aussi des petits cas concrets là-dessus. Alors, donc le petit cas concret, eh bien, on vous a mis, alors,
pour vous montrer surtout que, voilà, il y a la classification origine-valeur, mais on peut détecter des erreurs par le biais d'autres choses. Et donc, moi, j'avais vécu un cas concret dessus. C'était des baskets où le fournisseur nous disait c'est une origine Macao. Donc, à l'époque, et encore maintenant certainement, j'étais responsable de ce qui est ouverture de crédit documentaire. Donc, crédit documentaire sous-entendait qu'il fallait connaître la nomenclature, connaître la réglementation douanière. Et donc, par le biais de cette lettre de crédit, j'avais demandé, puisque c'était une origine Macao, j'avais demandé un certificat à l'époque d'origine forme A. Et le fournisseur donc ne validait pas ma lettre de crédit parce que il disait qu'il ne pouvait pas le fournir. Donc là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, s'il ne peut pas fournir, il se passe quelque chose. Donc j'avais bloqué le dossier. J'ai demandé donc à mon acheteur de se renseigner pour avoir les matières premières de où elles venaient. Et puis là, l'acheteur est revenu. Et effectivement, les matières premières venaient de Chine. Bon, je me suis dit, jusque-là, ça va, puisque je connaissais la règle de la chaussure, justement, des règles d'origine. Et je me disais, effectivement, les matières peuvent venir de partout. Et j'ai poussé un peu plus loin quand même, puisque le fournisseur, en lui évoquant donc cette remarque, il me disait, non, je peux toujours pas le transmettre. Donc, il me dit, mais il n'y a pas de souci, j'ai bien une usine à Macao, et là, toutes les matières arrivent là, et on fait notre fameuse basket. Donc, photo à l'appui, on voit des gens travailler derrière leur machine, tout ça. Je dis à l'acheteur, je dis, est-ce que c'est ma commande qui se fait là, qui se travaille là? Enfin, j'ai vraiment un gros doute. Et pour finir, donc, je persiste en disant, moi, je suis désolée. Si vous pouvez pas me fournir de forme A, je suis pas convaincue, je le sentais pas bien. Et en creusant, il s'est avéré que le dessous et le dessus de cette basket, de cette chaussure, étaient assemblés en Chine et ensuite envoyés à Macao. Et du coup, la règle d'origine n'était pas respectée. Le problème derrière ça, c'est qu'il y avait des droits anti-dumping, des droits différents, donc contournement peut-être des droits anti-dumping, etc., etc. Donc, par là, je veux mettre en évidence que, voilà, des fois, un document qu'on peut pas avoir, là, tout de suite, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin dans les recherches. Et ce cas-là, ça nous a évité de faire un contournement, une mauvaise déclaration d'origine. On aurait peut-être pu mettre Macao et payer les droits pleins, peut-être, mais on aurait eu un contrôle a posteriori qui nous aurait dit, vous êtes trompé, c'était bien une origine Chine. Là, ça aurait pas été le même son de cloche à l'arrivée. Et comme je dis, et je vais le placer, on aurait été chocolat. Oui, moi j'avais eu un cas aussi c'est très récent, là, il y a quelques mois de ça. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui faisait un premier import de Chine, c'était sa première fois. Il venait d'acheter une activité pour importer donc des mini Jeeps qui sont vraiment pour les enfants, hein. C'est vraiment des mini Jeeps qui permettaient donc sur son activité de transporter un adulte plus un enfant et faire tout un circuit. Voilà, c'est dans le sud par là où je me trouve. Et du coup, quand il a importé ces mini Jeeps, il s'y connaissait pas trop. Bon, c'était un peu le transitaire qui essayait de trouver le HS code pour lui. Et au moment où je suis arrivée, ils avaient déjà déclaré, enfin commencé à déclarer, mais ils avaient déclaré sous le 8703 9010, qui était plutôt pour tout ce qui est jusqu'à 9 personnes. Donc on est vraiment là sur de la voiture, c'est plus de la mini, c'est de la vraie voiture concrète. Et on s'est rendu compte finalement que il aurait dû déclarer sur 8703 90 90. Il y a juste deux numéros qui changent, mais ça change tout. Parce que le premier code sur lequel il a déclaré, du coup, il avait des droits de douane à 10% et en plus 30% de droits anti-dumping sur le fait que ça venait de la Chine. Alors que, du coup, s'il avait fait la bonne déclaration avec le bon HS code, il n'aurait pas eu ces droits anti-dumping qui ont quand même un petit peu planté sa trésorerie. Il aurait juste eu ses 10% de droits de douane. Résultat des courses, même s'il m'a appelé, c'était un peu trop tard, il avait déjà fait déclaration, tout était, c'était bloqué pour d'autres choses, mais en tout cas, au niveau des droits de douane, il n'y avait plus rien à faire. Et on a fait quand même une RTC dont j'ai eu la réponse il y a pas très longtemps. On est bien sur du 90-90, 90-90. Donc, il n'aurait pas eu à payer ses droits de douane. Il faut savoir que la RTC, c'est jamais rétroactif. Donc, même si on peut leur casser la tête à leur demander absolument un remboursement, il n'y a rien qui fait qu'on aura ce remboursement-là. Donc, ils se retrouvent à payer ses droits forcés d'antidumping
Et à la RTC tardive, il aura perdu beaucoup d'argent. Là, on parle de bien 6 000 euros de frais qui n'étaient pas, qui ne lui étaient pas dus, en fait. Donc voilà, ça compte Ouais. vraiment, tout ce qui est HS code, c'est sur le terrain qu'on se rend compte des gros changements. Des fois, on dit 10-30%, on se rend pas vraiment compte du volume. Mais au final, quand ça touche à la trésorerie, ça complexifie les choses et ça peut faire vraiment très mal. Oui, tout à fait, Florence. Il y a cette slide-là peut-être avant, non? Non, t'as fait. Ouais, c'est Ah, euh, alors, excusez-moi du coup. Oui, alors je voulais rajouter, Florence, là-dessus, qu'effectivement, parfois, et moi j'avais un exemple avec un petit Père Noël avec une éclairé et un Père Noël éclairé avec de la peinture dessus. Et bah pareil, on se dit bah c'est un article de Noël. Eh bien non, parce que ce petit Père Noël, si on éteint le premier, donc sans couleur apparente qui montre l'image du Père Noël, les lumières autour, on ne voit plus le Père Noël. Par contre, le deuxième, si on l'éteint, on a encore l'image du Père Noël. Eh bien, donc l'image du Père Noël là va se classer donc dans les articles de Noël, tandis que de l'autre côté, ça va être un article lumineux et les droits de douane. Et ben là, à l'époque, pouvaient varier entre 2,70 pour l'un et 4,70 pour l'autre. Donc attention à bien aller lire les notes de chapitre, les notes explicatives, regarder des RTC, regarder des décisions éventuellement de classement, etc. Alors après, donc on était, oui, il faut pas toujours, on n'a pas toujours malheureusement dans ces 97 chapitres l'article qui est nommément repris. Donc, quelquefois, vous devez respecter des règles générales de classement. Par exemple, si je vous prends, là, on avait mis le marteau avec la lame en acier, et c'est grâce le fait que le marteau, on l'utilise plus pour la lame que le bout de bois, au moins que c'est pour aller taper le mari qui rentre tard. Quoique l'acier, ça peut faire mal aussi, Glenn. Donc, effectivement, en allant dans le chapitre de l'acier, là, vous allez peut-être pouvoir retrouver votre marteau. Un sèche-cheveux électrique, c'est la même chose. Il faut bien regarder l'élément déterminant. Donc, le sèche-cheveux, vous l'utilisez. Pourquoi? Parce qu'il a une fonction électrique. Donc, là aussi, dans ce chapitre, vous aurez des renseignements qui vont vous guider sur la classification. Alors, la chaise en plastique, on se dit c'est quoi? C'est la chaise ou la chaise en plastique? Effectivement, il y a des matières qui restent importantes pour aller classer le produit quand on ne les retrouve pas. Alors, on a aussi des logiciels qui existent, dont le nôtre. Effectivement, si vous allez taper un mot-clé, lui va vous faire des propositions. Charge à vous après aller regarder. Et justement, je passe au fameux exemple que je donne tout le temps. Quelqu'un qui veut classer un moule. Et donc, moule à gâteau, donc effectivement, il y aura des propositions qui sont faites. Après, effectivement, il faut savoir si l'utilisation de ce moule, c'est pour faire de la pâtisserie ou si c'est une moule alimentaire. Voilà, donc il y avait ça. Je voulais aussi intervenir sur des personnes qui essaient de classer. Et ça, c'est flagrant. Je connais, et combien j'en avais qui essayaient d'eux. Mais bon, on avait un service douane très strict et consciencieux. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Les acheteurs, ils disent, oh, moi, je m'embête pas avec ça. Là, on va payer le droit le plus élevé. On n'est pas sûr. J'ai pas le temps de faire un RTC puisque renseignement tarifaire contraignant, il faut 90 ou 120 jours pour avoir le retour. Bon, bref. Et donc attention, c'est pas parce que vous choisissez une nomenclature, parce que vous dites tant pis, je préfère payer les droits de douane, mais au moins voilà, allez que je peux avancer dans mes recherches. Ça, c'est à bannir. Il faut savoir que les nomenclatures, c'est aussi des statistiques qui sont enregistrées par la douane et ces statistiques qui permettent justement à la douane de mettre des mesures de sauvegarde telles que des droits anti-dumping ou des choses comme ça ou des taxes ou des contingents. Et donc, il ne faut pas tricher avec ça. Et vous serez d'autant mieux vu en cas de contrôle par le fait que vous avez fait une erreur, mais vous avez expliqué comment vous avez recherché votre produit, que de dire j'ai pris celui-là, au moins j'ai payé le droit de douane, donc vous avez eu ce que vous avez voulu. Non, il faut surtout pas faire ça. Et à la limite, vous pouvez échapper à une amende si vous prouvez votre bonne foi de comment vous avez recherché vos droits de douane.
D'autant plus que, bah, je vais pas vous faire peur, mais je vous invite aussi, on avait fait le livre blanc, je crois, Hélène, Mm. c'était, hein, le livre blanc sur, par exemple, des produits qui sont très spécifiques, le textile, hein, vous avez une robe, un t-shirt, vous savez que, douanièrement parlant, bah, c'est pas toujours le mot commercial qui est utilisé, et il y a des règles spécifiques sur les produits textiles, des règles spécifiques sur les produits alimentaires, par exemple, un t-shirt, bah, c'est pas un t-shirt parce qu'il a un col. Donc, je vous invite aussi à aller revoir le livre blanc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou si c'est nécessaire, on fera peut-être une fois là-dessus. Prenez bien, décortiquez bien votre produit, c'est-à-dire si je prends un sachet d'emmental, par exemple, ne restez pas sur le mot emmental, regardez son conditionnement. Le conditionnement reste aussi important. On avait aussi un exemple sur une pipe avec à eau, avec des extraits aromatiques. Et ben, les extraits aromatiques, le mot pipe à eau en boîte de 250 grammes, tout ça, c'est à prendre en compte. Ne vous arrêtez pas au premier mot vu ou obtenu. Allez plus loin dans votre recherche. Voilà, donc un respect des notes, un respect des règles de classement, des règles d'assortiment et des spécificités. Faites des formations sur les produits textiles, alimentaires ou tout ce qui est chapitre 85 parce que c'est très compliqué si vous n'avez pas ces formations-là euh, à, à classer. Les HS codes sont importants, mais parfois c'est aussi le document. Donc moi j'interviens aussi beaucoup sur la documentation où j'ai pu avoir le cas concret d'une PME tech française qui exportait aux États-Unis un petit peu avant Trump, mais peu importe, ils ont quand même eu des blocages. Et justement, c'était au niveau des factures, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient la facture et la packing list qui avaient deux incoterms différents. Ils avaient la facture qui était en proforma et malheureusement, ils arrivaient pas à comprendre en fait que le mot proforma ne doit pas apparaître sur la facture à aucun moment parce que ça les engage. Et du coup, voilà, ça leur a créé quoi, le fait d'avoir ces deux incoterms, surtout sur la facture à packing list, c'est que c'est pas au transitaire à choisir, c'est pas, ça doit être clair, ça doit être toujours harmonieux. Donc, du coup, du fait d'avoir ces deux incoterms et la facture qui n'était pas complète, qui n'était pas claire, ils ont eu un blocage aux États-Unis qui a duré 8 jours. Ça leur a donné, ça leur a valu aussi des frais de stockage. Ça amène aussi que dans la suite des choses, du fait qu'ils aient déjà été bloqués une fois, les douanes vont être un petit peu plus alertes sur leurs prochains envois. Donc, du coup, ils ont des risques d'inspection douanière sur le moment et sur le futur. Et surtout au niveau du client, qui lui, le client américain, il attend la marchandise. Ça dégrade l'image de l'entreprise forcément parce que bon, ça complique les choses alors que les choses peuvent se faire très bien en ayant fait les choses en amont de la bonne façon. Donc la facture, ça reste un document douanier, mais pas seulement commercial. Et cette facture qu'on présente aux douanes, il faut toujours qu'elle soit claire, limpide et harmonieuse. Donc la solution, ce serait plutôt de créer un modèle de facture qui soit conforme aux exigences douanières, en sachant qu'il faut jamais qu'il y ait écrit pro forma dessus. Il faut il faut également que les valeurs, les descriptions, l'origine, le poids et l'incoterm et la chaise code apparaissent sur la facture pour ne pas risquer justement ces blocages. Tout à fait, Florence, et je te rejoins à créer son propre modèle pour l'exiger auprès des fournisseurs. Déjà, vous savez ce dont vous avez besoin, et même en amont, cette facture, donc non, théoriquement, il est bien aussi de demander la proforma parce que c'est cette proforma déjà qui va vous permettre de faire cette étude. Ensuite, eh ben, la facture, elle doit correspondre, et je dirais. Par contre, attention aussi, vous êtes importateur final. Donc, le fournisseur va vous mettre un HS code, il va vous mettre une origine. À vous à contrôler ces choses-là. On est importateur final. Alors c'est vrai que le HS code, d'abord c'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il nous permet de se diriger pour voir un peu ce que c'est comme produit. Mais la validation, c'est bien vous qui la faites à l'arrivée de vos marchandises. Idem pour l'origine et idem aussi pour l'incoterm. Je réinsiste aussi dessus parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Combien de fois on a l'incoterm, on est content, mais l'incoterm toujours, toujours, toujours suivi du lieu. Et je profiterai aussi d'une sorte de facture que tu dois connaître, Florence, et tu as dû avoir ça aussi dans tes recherches, c'est la déclaration à long terme du fournisseur, c'est-à-dire la DLT.
Alors souvent, on se dit, oh, je vais prendre une DLT, je serai tranquille, il va me mettre toutes mes matières premières dessus et pendant 2 ou 3 ans, ma DLT, je l'ai et puis je suis sûre de mon origine et on n'en parle plus. J'ai pas besoin de la rechercher. Attention, le fournisseur, à un moment donné, bah, cette DLT, il peut peut-être à un moment donné être en rupture de stock sur ses matières premières et du coup, il va aller avoir à aller les chercher dans un autre pays et il vous avertit pas. Donc là rentre en jeu le service juridique qui doit aussi, voilà, en cas de changement, venir apporter les informations. Il faut vous protéger parce que l'origine, peut-être, elle se fausse parce qu'il a tout simplement changé l'incorporation de ces matières premières venant dans un autre pays. Donc attention aussi quand on parle de facture à cette facture DLT. Merci Florence. Merci. J'ai eu un petit souci, mais tout va bien. Je suis de retour. Je t'ai entendu. Alors, moi, j'avais eu un autre problème aussi. Alors, c'était un cas un petit peu gênant, en tout cas pour le client. On l'avait importé. Il a trouvé ça bien. Il était parti en Indonésie. Il a trouvé des petits porte-clés en forme de phallus, euh, des petits zizi en bois, pour tout dire, qui étaient en Indonésie. C'était un peu la mode. Il y en avait un petit peu partout. Maintenant, c'est devenu un peu plus récurrent. Mais voilà, à l'époque, c'était tout nouveau. Et il s'est dit, bon, bah, j'en prends 25. On va voir ça. On essaiera de vendre ça en France. On ne sait jamais. Ça coûte pas grand-chose, hein. À la base, c'était 1 euro le zizi. Tout va bien. Donc, il avait fait son achat. Il a, oui, il a finalement envoyé tout ça. Donc, il a payé le transport. Tout est arrivé en France. Et là, blocage des douanes. Au niveau des douanes, il leur demande donc le FLECT. Le FLECT, c'est le Forest Law Enforcement, Governance and Trade, qui va être là pour justifier l'origine légale du bois, surtout en Indonésie. Donc toujours sur cette idée d'écologie. Sauf que lui, il ne l'avait pas. Il demande au fournisseur, ça prend du temps, le fournisseur ne l'a pas non plus. Incapable de pouvoir préciser d'où venait le bois, si c'était vraiment d'Indonésie ou si c'était importé. Dans tous les cas, enfin, la réponse qu'il a eue, c'est que c'était bloqué en douane. Et tant qu'on n'avait pas le FLECT, ça restait en douane, en attente. Ça a duré des semaines, des mois. J'étais en contact régulier avec la douanière qui voulait absolument brûler les zizi. Elle en pouvait plus. Elle nous a dit, écoutez, c'est pour le montant qu'il y a eu, pour enfin, le nombre qu'on a, c'est pas la peine de se casser la tête. On arrête là. Vous n'avez pas le FLECT. Voilà, à un moment donné, après, ça part sur des amendes ou autre. Donc voilà, il fallait régler le problème et ne pas durer plus longtemps. Il faut savoir donc qu'en France, l'importation de bois et tout ce qui est produits dérivés, c'est strictement encadré, même en très petite quantité. Donc même là, quand on en a juste 25, ça joue. Et le FLECT, il est obligatoire pour les bois en provenance d'Indonésie, mais aussi pour les objets transformés. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'on a eu la douanière qui a finalement décidé de nous mettre une amende, de détruire la marchandise et on a donc dû régler tout ça. On a eu des pertes de plus de 2 600 € pour un achat initial de 25 euros. On a perdu la marchandise, on a perdu le transport, on a perdu du temps. Et en plus, on a été très mal vu par les douanes parce qu'on a fait les choses un petit peu dans le mauvais sens. Donc, ça a des répercussions sur l'avenir également. Donc, voilà, ces conséquences-là, il faut toujours y penser. Ça peut être sur des petites choses qu'on pense ramener en se disant ça va passer, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. Des fois, ça passe pas et vaut mieux anticiper sur tout ça pour éviter ces genres de problèmes-là. Oui, donc ce qui veut bien dire que non seulement le FLEG, mais le MACF, le RDUE, le REACH, enfin, bon, déjà, faut se familiariser avec toutes ces abréviations. C'est pas évident, mais voilà, et c'est pas que douanier et ça pleut, je dirais, quasiment tout le temps, quoi. C'est impressionnant. C'est Merci ça et Florence. ces conséquences au niveau Pardon? du terrain, ces conséquences au niveau du terrain, elles peuvent coûter très cher. Que ce soit au niveau financier, on peut avoir des frais de stockage qui sont en place depuis le 1er janvier 2019. Hein. La douane française facture les frais engagés pour le stockage, la manutention, le transport et la destruction des marchandises soupçonnées d'enfreindre un droit de propriété intellectuelle. On peut avoir des frais de dégroupage. Lors d'une importation en groupage, forcément, il y a les frais de dégroupage pour remettre tout ça sur palette et pour les vérifications. On peut avoir aussi des pénalités et des amendes, comme je parlais tout à l'heure par rapport aux ISI, etc. Et on peut avoir aussi des redressements douaniers en cas de sous-déclaration ou de mauvaise classification. Hein, même si on prend, comme tout à l'heure on expliquait, le tarif le plus cher, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des redressements là-dessus, même si on a payé plus que prévu. Dans tous les cas, à partir du moment où on s'est trompé, ça compte.
Et on a aussi les conséquences opérationnelles. On peut avoir donc des retards de livraison, ce qui change un petit peu la crédibilité au niveau de nos clients. Ça crée des retards dans la chaîne logistique et ça peut compromettre des contrats commerciaux. On peut avoir aussi la production qui est à l'arrêt. Si c'est des marchandises, des matières premières ou autres, ça peut créer des soucis à ce niveau-là et donc entraîner l'arrêt de la production et ça peut affecter la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements. Et on a aussi des problèmes au niveau des retours clients. Forcément, ça fait une image assez dégradée de l'entreprise face aux clients où on n'est pas capable de gérer nos envois et de gérer toute la partie douanière. Et du coup, ça peut aussi, suivant l'incoterm que l'on a, créer des coûts supplémentaires au niveau du client et affecter sa satisfaction, bien entendu. Après, on a aussi les conséquences juridiques. Les conséquences juridiques, ça va être les enquêtes douanières. Les irrégularités vont déclencher des enquêtes de la part des services douaniers. Ça va entraîner des audits approfondis et des perturbations dans les opérations d'entreprise. On peut avoir aussi des poursuites en cas de récidive. Il faut savoir que la douane, à partir du moment où vous faites plusieurs envois avec des erreurs, des blocages, vous êtes un petit peu blacklisté par les douanes et forcément, ils vont avoir une attention un peu plus accrue sur vos envois et vos réceptions. On peut avoir des amendes substantielles, mais aussi ça peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Il faut savoir qu'on est vraiment responsable à ce niveau-là. C'est pas ni le transitaire ni le fournisseur. À partir du moment où c'est vous qui importez ou qui exportez, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et après, on peut avoir aussi des problèmes liés aux biens à double usage, parce que si vous choisissez un HS code qui n'est pas BDU, donc du coup, pour essayer de passer un peu outre de la licence export, à partir du moment où c'est un bien qui aurait dû être considéré comme bien à double usage, avec un risque d'utilisation militaire dans le pays concerné, on est vraiment sur euh, du, du cas assez compliqué parce que ça peut avoir des conséquences assez graves. Et donc là, on peut avoir aussi des blocages et des poursuites pénales. Après, on a aussi les conséquences relationnelles. Au niveau des conséquences relationnelles, ben, alors la perte de confiance des clients et des fournisseurs, parce que quand ça devient compliqué, le fournisseur, ça peut aussi bien l'énerver de devoir vous renvoyer des documents et voir qu'en fait, en face, vous êtes pas assez réceptif, assez réactif. On va aussi avoir des tensions internes dans l'équipe parce que la gestion des crises douanières, ça génère du stress, pas mal de tensions, ça empêche les gens de dormir, hein. J'en connais beaucoup qui sont passés par là et ça affecte aussi la productivité et le climat de travail. Donc, en conclusion, les erreurs douanières, ça a des répercussions vraiment multiples et significatives sur les finances, sur les opérations et la conformité juridique, et sur les relations commerciales de l'entreprise. Donc, une vigilance accrue et une gestion proactive des procédures douanières sont essentielles pour éviter ces conséquences. Et sur... Ah, on a perdu Florent. Ah, oui, ben, donc en attendant que Florence revienne, donc ben, effectivement, il y a plein de choses qui découlent de toutes ces problématiques. Et je rajouterai aussi, et vous l'avez entendu parler, la perte du statut OEA, opérateur économique agréé, qui peut être enlevé du jour au lendemain parce que justement, vous n'avez pas respecté ben, tous vos process, vous n'avez pas averti d'un nouveau process. Et ça peut, cette perte, être lourde de conséquences puisque maintenant, on voit quand même plus les avantages par rapport à il y a 4-5 ans quand on avait fait les demandes. Je voulais aussi, Florence, ajouter, quand tu as dit au niveau des contrôles, sachez, gardez bien vos dossiers, sachez que les contrôles, lorsque vous les gardez dans tous vos documents pendant 4 ans et l'année à venir, si vous avez eu un contrôle, on peut revenir sur le même dossier. Ça veut dire qu'il est reconduit aussi 4 ans et l'année en cours. Donc, dites pas, bah, plus tranquille, allez hop, je jette. Non, et gardez bien, sachez où ressortir tous ces documents également. Il y a aussi des outils où vous pouvez archiver tous vos études de classement et toute cette gestion documentaire. Et tu fais bien aussi de rappeler, Florence, la responsabilité qui est imputée à l'importateur, parce que nous, tous les jours, on entend des gens qui nous disent, bah non, mais moi, ma douane, je la sous-traite, donc j'ai pas de souci. Exactement, Les déclarations, elles sont faites par un transitaire, c'est ça. même le classement. Donc, et quand on leur demande comment ils font pour contrôler, pour vérifier que la conformité, elle soit bien là, bah ils nous disent, bah j'ai pas besoin de vérifier puisque c'est lui qui fait tout. Le problème, c'est que s'il y a un contrôle Tout à et fait. s'il y a une erreur, bah, le transitaire, ce sera pas lui qui sera impliqué. Voilà. Donc, ça Tout demande à fait, parce que le effectivement dans les transitaire, contrats.
Voilà, parce qu'on a beau avoir un mandat en Oui. représentation directe et indirecte, bon, c'est des contrats types, mais il faut vraiment aller plus loin après dans qui fait quoi, qui donne quoi. Enfin, moi, j'ai encore un exemple à vous donner. Moi-même, dans ma carrière, je classais des produits. J'avais une petite, un petit vêtement pour enfants avec un petit col, voilà. Et quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit d'abord c'est une robe parce que j'avais pas la longueur. En fait, c'était pas une robe, c'était un t-shirt. Mais le t-shirt, comme c'était une spécificité parce qu'il y avait un col sur cette robe, donc de visu photo, j'ai exclu en t-shirt. Et quand j'ai eu le produit, eh bien, il faut regarder jusqu'au bout parce que le col, c'était juste un élément décoratif. Il était que sur le devant, il n'était pas tout autour. Donc, il n'était pas considéré comme un col. Donc, erreur de nomenclature. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'avec les RDE, moi, je me mets à leur place, hein, j'essaye de comprendre. Ils peuvent tout faire à condition que vous leur fournissiez tous les éléments pour pouvoir le faire. Si vous leur fournissez pas les éléments, si vous mettez pas le doigt sur des choses, donc indirectement, vous devez aussi savoir classer et savoir lire ces notes pour fournir les éléments à votre transitaire, comme l'a dit Hélène. Et demain, si pareil, vous devez faire un renseignement tarifaire contraignant, ben, c'est pas parce que vous allez dire je veux le classement d'une table, ou je veux le classement d'une robe, ou je veux le classement, vous ne l'aurez pas. Parce que la douane, pour classer, elle va aussi aller dans les 97 chapitres, elle va aller en fonction de ce que vous allez donner, aller lire les notes, les décisions, les règlements de classement, etc. Et du coup, ça va traîner en longueur pour les réponses. Donc moi, j'entendais des fois quand je faisais des groupes douane, oh, bah moi j'ai ma réponse dans 90 jours, dans 120 jours, dans 60 jours. On avait fait même une étude un petit peu pour ces retours. Et moi, ou d'autres personnes qui donnaient des demandes de RTC bien précises, on avait les réponses dans les 8-15 jours parce qu'ils avaient tout entre les mains. Donc voilà, le RDE, c'est un peu pareil. Si donc la photo n'est peut-être pas suffisante pour certains produits, donc il faut bien analyser toutes ces choses-là en amont. Merci Hélène pour ce J'ajouterais, complément. j'ajouterais également que là, pour le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure des mini-chips, par exemple, le fournisseur chinois, Ah, A ah, été coupé, bon. Florence. Alors, A été coupé. ça reste vas-y, continue. le fournisseur chinois avait donné un HS code qui n'existait pas, hein. Une fois qu'on l'a tapé en France, ça ne marchait pas, c'était complètement inexistant. Et le client, en fait, a attendu que la marchandise en France arrive pour que les choses, pour pouvoir déclarer, etc. Alors que généralement, ce qu'on fait souvent, c'est une fois que la marchandise est sur du maritime, une fois qu'elle est partie, on attend le temps du transit, on en profite pour faire la prédéclaration douanière. C'est là où on va apporter le plus possible de photos pour justement ne pas se tromper, en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui puisse revérifier derrière. Mais c'est pas au transitaire de trancher, c'est pas à lui de décider du HS code. Ça reste toujours la propriété et la décision de celui qui importe. Et c'est justement sur ça, quand je vous parlais tout à l'heure des mini-jeeps, on est quand même parti d'une Jeep, une vraie Jeep qui peut contenir jusqu'à 9 personnes adultes, alors que c'était finalement des mini-Jeeps qui étaient pas très hautes et qui ne pouvaient prendre qu'un adulte et un enfant. Donc, c'est des choses où on peut s'en rendre compte. Mais pour ça, il faut donner le plus d'éléments possible, même quand vous mandatez le transitaire. C'est important d'envoyer des photos et tout ce qui est important au niveau caractéristique pour pas qu'il y ait d'erreur ou en tout cas qu'on puisse se rendre compte de l'erreur. Après, au niveau de tout ça, justement, pour structurer tout ça, pour corriger, non, justement, pour voir ces erreurs, c'est souvent, ces erreurs, elles viennent parce que, on manque de process clair. On se dit: «On fait comme d'habitude, ça passera, c'est toujours passé, on continue comme ça». Ou alors on reprend des documents qui ont été, utilisés les 10 dernières années, on duplique les factures, du coup, on duplique l'Incoterm qui est peut-être pas forcément le même, on duplique aussi le HS code qui est complètement pas du tout le même parce que c'est peut-être pas forcément le même produit. Le fait de dupliquer les factures, souvent, ça amène à faire des erreurs. On va avoir aussi la communication assez floue avec les fournisseurs, donc les consignes qui sont mal comprises, le fournisseur qui croit qu'on part sur une chose et en fait il faut complètement tout changer. Et c'est pour ça que c'est important de toujours revérifier. On va avoir aussi la mauvaise compréhension du rôle des documents. Le HES code, c'est vraiment pas une simple formalité. Le HES code, il est hyper important. C'est lui qui va avoir des conséquences sur la suite. Après, pas mal de personnes vont penser que la réglementation, c'est trop compliqué, on verra plus tard, donc on laisse tomber sur le côté.
là-dessus, ils ont toujours tort parce que à un moment donné, ça finit toujours par revenir, hein. Le coup de bâton, C'est sûr. il finit par arriver et souvent il fait mal. Mm. Après, on va avoir aussi tout ce qui est penser au fait que les règlements ne concernent pas forcément la douane, donc on va penser à la qualité, on va penser aux normes, etc. Et on va pas aller dans ce sens-là. Et après, ben voilà, suivre forcément les informations réglementaires, être abonné à des newsletters, des choses comme ça pour pouvoir se rendre compte en fait bah, des choses qui changent parce que ça change tout le temps. On le voit dernièrement avec Trump par rapport aux États-Unis, mais il y a beaucoup de choses où ça fait beaucoup moins de bruit, ça passe pas au JT ou autre, mais ça se modifie dans le temps et c'est important de suivre tout ça pour être à jour. Et Alors, c'est vrai, Florence, je rajouterai sur justement les newsletters. Donc, tout dépend de la structure de l'entreprise. Mais une petite newsletter au quotidien, enfin, au quotidien, une fois tous les 15 jours ou même tous les 3 semaines, qui reprend un petit peu toutes les actualités de la veille douanière et qui est transmis au niveau du commerce, ça peut être pratique parce qu'après, c'est le chef de groupe ou l'acheteur qui regarde et qui se dit, oh, ça, c'est moi là, ça m'intéresse. Et vous allez voir les gens revenir vers vous. Et derrière ça, c'est tout de suite là où je rejoins Florence, vous allez pouvoir faire un petit groupe de travail ou faire un petit support qui explique la réglementation. Parce que balancer une réglementation à un acheteur tel qu'il a en disant attention, MACF, maintenant c'est ça, alors là, il nage complètement. Donc, c'est à vous, c'est à une personne dans le service de faire une petite information de ce qui se trame et de préparer des supports pour être sûr de bien faire comprendre cette réglementation et voir qui on met avec des réunions peut-être un petit peu plus poussées sur ce genre de réglementation qui, et je te rejoins Florence, qui ne sont pas toujours du domaine de la douane. Donc ça, c'est c'était un ça. peu ce que je faisais. Voilà, parce qu'on se dit, bah ouais, mais moi, je ne vais pas aller tous les jours taper à la porte de tel service, tel service. Une petite news qui se balance tous les 15 jours et ça permet, je le fais ici encore, Hélène, hein, Oui, c'est vrai. chez nous, je fais une petite newsletter avec tout ce qui se passe. Et du coup, j'ai des gens de la tech ou des gens comme Hélène ou autres qui reviennent en disant, là, tu peux me donner un peu plus d'explications. Voilà, et on perd pas de temps, au contraire, on en gagne. Et les formations, là aussi, j'entends souvent j'aimerais bien une formation sur les origines. Ah ben non, moi j'ai le cas aussi. Ah ben non, mais tu l'as déjà faite, etc. Ils comprennent pas forcément que c'est des choses qui évoluent. Et donc, des fois, on a besoin de piqûres de rappel. Et là, j'étais ravie d'avoir un peu plus de temps au début, parce que là, on en a moins, mais de pouvoir suivre certains webinaires, certains de réflexes douane que la douane fait, qu'on n'avait pas avant pour recomprendre ce que c'est que telle réglementation, ce que c'est que l'origine, etc. Parce que on chope tout le temps du plus. On ne connaît pas tout. Je crois qu'on en apprend tous les jours, mais on a besoin aussi de réitérer certaines choses qu'on n'a peut-être pas captées la première fois et qu'on a mieux compris après, puisque, comme je le disais, de la nuit des temps, et je place mon deuxième jour, la douane, c'est une gymnastique. Tout à fait. Et justement, la clé, c'est pas d'être parfait. On sera jamais parfait. Les choses évoluent. On peut pas être partout. Mais c'est au moins de savoir où sont les risques et les risques vraiment primordiaux et de pouvoir y répondre efficacement. Parce qu'au final, arriver à vérifier les documents, partir serein en fait, arriver à partir serein pour ça, il faut des fois passer soit par par des consultants, des choses comme ça, des personnes qui vous accompagnent, des experts qui vont vous permettre justement de faire un audit des documents, voir un petit peu les factures, les packing lists, les HS codes qui sont utilisés, essayer de tester un peu tout ça pour voir où le bas blesse et éviter justement les erreurs qui peuvent être très coûteuses à l'avenir. Identifier aussi les incohérences qui sont récurrentes et valider les procédures actuelles ou l'absence de procédures, parce que souvent, moi, je travaille beaucoup avec les TPE, PME, que ce soit tech ou autre. Souvent, ils n'ont pas de structure, ils sont un petit peu largués, ils comprennent pas forcément où ils vont, ils savent pas vraiment maîtriser les règles du jeu. Donc, du coup, ils ont besoin justement soit de se former, soit d'avoir des équipes qui soient formées ou des personnes qui interviennent là-dedans pour les accompagner et comprendre. Moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent, donc les boîtes tech, comme je vous disais, là, je rentre de Vivatech, j'en ai vu pas mal qui ne savent même pas ce que c'est un Incoterm. Donc, si déjà à la base du contrat, ils n'ont pas les enjeux et savoir un petit peu à quoi ça sert les Incoterms, les choses, elles peuvent pas aller bien. Forcément, il y aura des blocages et il y aura des erreurs coûteuses et des fois qui peuvent leur coûter leur entreprise parce que ça va très très vite. Mm. Donc, Tout à fait, Florence.
Alors, je vois qu'il y a quelques petites questions, donc de Géraldine et de Delphine, donc elles se regroupent concernant ce fameux HS code. Alors, bon, on est dans un produit textile. C'est vrai que la majorité des produits textiles en droit plein, si je prends la Chine, c'est 12%. Donc, on ait une nomenclature homme, femme ou une nomenclature, bon, je dirais qu'il n'y aura pas de gros impact. Le taux de droit de douane, il restera toujours pareil. Alors, normalement, il n'y a pas d'obligation d'avoir sur la facture le HS code. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui êtes importateur final. Donc, il y a des règles. Effectivement, j'ai été confrontée aussi à des fournisseurs qui voulaient rien savoir, qui s'en foutent que c'est fermeture gauche-droite homme et droite-gauche femme. Ben moi, j'ai toujours respecté ben le produit par lui-même, la fermeture aussi. Et c'est vrai que ben après, il faut se plonger. Il faut vraiment que si j'ai une fermeture droite-gauche, par exemple, sur quelque chose, et que c'est un article qui est fait homme, il faut vraiment que le produit soit porté exclusivement par l'homme. Alors, le fournisseur, il s'en fout de tout ça. Donc, moi, je pense, enfin, je dirais que il y a le HS code, il n'y a pas trop d'impact parce que le droit de douane, il est toujours pareil, même si on a une préférentielle dans les produits du textile. Mais même si vous avez une facture et que le HS code n'est pas bon, au niveau de votre déclaration, c'est votre déclaration à vous, votre code à vous qu'il va falloir mettre dans ce HS code. Alors, effectivement, au niveau d'ICS, eh bien, il y aura déjà les 6 premiers chiffres, puisqu'aujourd'hui, ils sont obligatoires. Bon, c'est surtout pour contrôler qu'on ne met pas de la poudre à canon ou des choses comme ça. On reste toujours dans la même gamme de produits. Mais à l'arrivée, au niveau de la déclaration, eh bien, vous mettrez, en validant votre déclaration, votre achet de cause que vous avez trouvé, parce que le contrôle, c'est vous qui allez l'avoir et c'est vous qui allez devoir fournir les éléments pour montrer comment vous avez classé, etc. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a encore comme petite question? Donc là, ça répond à Delphine et à Géraldine. Euh, Une autre question de Delphine. qu'est-ce qu'on a encore, Si la Delphine? douane contrôle ces documents et voit un HS code différent sur ces documents, elle risque de nous pénaliser ou non? Alors, pour Pas moi, forcément. elle pénalisera au niveau de la déclaration. Je sais pas, Florence, si tu peux reprendre la main dessus. Vas-y, je te laisse. Et Oui. puis, Ben, moi, j'essaye toujours d'avoir en sorte qu'on s'entende avec le fournisseur pour mettre le HS code sur les factures et que tout soit oui, harmonisé parce que forcément, ça touche la douane, en fait. À partir du moment où il y a des choses comme ça qui sont pas les mêmes, ça attire l'attention et du coup, ça peut attirer sur une vérification documentaire, voire une vérification de la marchandise. oui, Donc, le voilà. mieux, c'est quand même d'harmoniser, de s'entendre avec le fournisseur pour qu'il accepte de mettre le même code. Bah oui, Ça parce qu'à peut avoir l'arrivée, des risques. bah oui, à l'arrivée, on aura bah, un blocage, un contrôle, on va perdre du temps, etc. Donc voilà. Mais bon, j'ai déjà échangé avec des douaniers. C'est vous, c'est votre achet de cause à vous. Euh, alors Voilà, en après, priorité. s'il n'y a pas d'impact comme le textile, ça va. Par contre, s'il y a un impact et qui demande une réglementation soumise à ce qu'on a vu précédemment, ou peut-être une licence, ou peut-être voilà, bah, c'est encore pire, quoi. Donc c'est pour ça il faut bien l'étudier, les conséquences en amont, au moment de la facture pro forma avec l'origine et le HS code. C'est pas à l'arrivée. Bon, s'il n'y a pas trop d'impact, vous changez le HS code. De toute façon, pour le textile, voilà. Mais si c'est soumis à des droits anti-dumping, des choses comme ça, qui font divergence avec vos recherches et ceux du fournisseur, c'est pas au moment du dédouanement. C'est bien avant. C'est en amont et surtout, il y a une petite solution qui peut être faite, c'est que le HS code chinois, par exemple, admettons, vous êtes avec un fournisseur chinois, qu'ils mettent que 6 numéros. Si vous n'êtes pas d'accord sur les 2 derniers numéros, à la limite, qu'ils le raccourcissent. Là, au moins, vous êtes sur la Oui, même chapitre, tout à même fait. catégorie. Ce Tout à sera fait. peut-être un peu moins vicieux au niveau de la douane parce que c'est les douaniers, ils vont se Ouais. dire: «Il y a un code qui a été donné par le fournisseur, eux donnent un autre code pour déclarer». Forcément, bah, ça peut, mettre en doute votre bonne foi. Donc, si on Mm. peut raccourcir le HS code du fournisseur, si c'est juste sur la fin, ça peut être une solution également. Et il y avait aussi une question de Yann, donc bon, je l'ai plus en tête, donc je veux pas confirmer. Il me semble que c'est à partir du 1er janvier 2026, pardon, cette déclaration 50 tonnes par an. Aujourd'hui, on peut encore avec le numéro de SIRET, mais demain, ça sera le numéro de sirène. Ça, j'en suis quasiment sûre. Mais éventuellement, Hélène me redonnera son adresse mail et je lui confirmerai. Où on confirmera, on ajoutera dans la slide cet élément, comme ça tout le monde aura la réponse dessus. Je,
Je peux pas vous confirmer mais pour moi, c'est au 1er janvier 2026. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à On tous les. arrive à la fin. Florence, un dernier mot, peut-être? Oui, bah, surtout, pensez à anticiper, comme on le disait tout à l'heure, c'est super important de faire, bah, quand vous êtes en train de négocier avec votre fournisseur, avant même les paiements ou autres, de déjà prévoir en fait la suite, c'est-à-dire vous accorder bah, sur l'Incoterm forcément, hein, ça en fait partie, sur le HS code et sur la façon dont vous voulez que les documents soient faits. À partir du moment où vous faites, alors souvent c'est un cahier des charges, du moment où vous faites un cahier des charges assez, même s'il est assez court, à partir du moment où vous mettez toutes les choses dessus, comme ça, lui, du moment où vous payez, il s'engage à respecter le cahier des charges. Ça permet d'être sûr qu'à la fin, au moment de l'export, il se retrouve pas, vous retrouvez pas bloqué parce qu'il n'a pas suivi. Ça vous permet quand même d'avoir quelque chose pour le maintenir et être certain qu'il suive tout ce que vous lui aviez proposé en début de commande et être certain qu'il fasse ce document comme vous le voulez. Et après, voilà, si je peux donner un conseil, ben, c'est toujours si vous pouvez vous faire accompagner, c'est mieux d'avoir que ce soit un consultant ou autre qui puisse vous accompagner pour faire les choses dans le bon sens. Parce que, il y a des personnes qui vont exporter pendant 10 ans sans avoir un seul souci. Et le jour où un problème arrive, on repart en arrière et voir tout ce qui a été fait et ça s'accumule. Et quand c'est ça, les amendes, ça peut être, parce que forcément, hein, les douanes, c'est au moment où vous passez en douane, mais c'est aussi sur l'après. C'est-à-dire que vous vendez un produit qui est ensuite mis dans un magasin ou sur le marché. Les douaniers passent, découvrent ce produit-là, même 6 ans après, ils peuvent revenir en arrière et vous faire des problèmes. Donc, c'est bien de se faire accompagner pour éviter justement de créer ces erreurs-là et d'avoir des urgences. Excusez-moi. Ça peut vous éviter ces urgences-là, des erreurs coûteuses. Donc, voilà, moi, j'accompagne sur les urgences, sur l'anticipation et aussi sur la formation. Excusez-moi. Donc, on a une confirmation de Véronique que je remercie au passage hein, sur justement que si le HS code que l'on met dans la déclaration au moment de l'arrivée des marchandises qui fait foi. Donc, merci Véronique de ta confirmation supplémentaire. On a Muriel qui, elle, nous pose une question, où trouver les nomenclatures. Bah, il faut retourner dans les règlements, dans les annexes que je vous ai dit sur la dernière proclamation. Vous verrez, les éléments sont mis dans le support. Vous avez toutes les nomenclatures concernées par l'acier et l'aluminium. Donc, il faut aller regarder parce qu'il y en a toute une liste, mais il y a bien des annexes dedans qui vous les donnent. Qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai récemment eu de grosses difficultés pour la déclaration, donc c'est gaz à effet de serre, certainement ça, non, ça doit être ça, je suis arrivée là. Des nouveautés de ce type à venir, là, voilà, sur ces portails. Des enregistrements sur des portails pour l'import des machins. Alors, bon, je vais pas vendre de la paroisse au Kidduti, mais effectivement, on a une sorte de base douane qui vous fait remonter toutes les nomenclatures pour lesquelles vous travaillez et pour lesquelles, du jour au lendemain, vous avez une information ou un amendement concernant ben, le RDE, le SBDU, le RIC. On va y rajouter, puisque ben, on revient juste d'un custom meet là, cette semaine, où les personnes nous ont demandé de rajouter tout ce qui était aussi gaz à effet de serre, etc. Après, il n'y a pas de miracle. Hein. Il faut aller dans la source qui vous est donnée pour voir si votre produit est concerné, comment travailler. Bon, on met en évidence les éléments clés. Voilà. Donc, je ne sais pas si chez numérique, ça peut suffire. Après, est-ce qu'on a d'autres questions? Merci, merci. Les changements ECS. Oh, quels vont être les changements avec le passage du système ECS au SDS? Alors là, je ne peux pas vous répondre maintenant, mais j'essaierai de vous apporter pareil, moi, des informations complémentaires. La douane a trouvé cesser les coûts d'entreprise, les accompagner. Oui, tout à fait, c'est vrai que je confirme. Les PAE, hein, je l'ai dit tout à l'heure, réflexe douane 30 minutes, ils sont très, très bien faits. On a les PAE qui peuvent vous accompagner. Il ne faut pas voir la douane avec un képi en disant, oh là, je vais être contrôlé ou si je parle de ça, ça y est, ils vont venir chez nous. Non, au contraire, ils sont très ouverts, ils sont collaboratifs, ils ont de l'expertise dans des domaines bien précis, chose qu'un responsable import, moi-même aujourd'hui, ben, on ne connaît pas tout. Florent, je pense que tu es pareil, et c'est en allant et en découvrant des cas qu'on se rencontre, qu'on a encore à apprendre. Donc, dans les PAE, il y a des personnes qui sont bien expertisées par domaine. N'hésitez pas à leur demander, ouvrez-vous, donnez vos renseignements. Voilà, il y a vraiment aucun souci. Merci Séverine pour ta remarque. Oui, en effet, les douanes Et vont être là pour du conseil, pour vous aider ben dans tout oui, ça.
C'est pas eux Oui, mais forcément qui vont oui. faire la documentation, mais en tout cas, ils vont pouvoir vous aider. Même nous, en tant que consultants, on travaille beaucoup, on est très proche des douaniers pour justement avoir le plus d'informations possible. Voilà. Et il y a des formations qui existent. En plus de ça, donc là, c'est gratuit, ça dure 30 minutes, mais au moins, ça sensibilise bien les réflexes douanes. Et après, selon votre métier, merci Véronique, je rappuie, on l'a dit à travers la formation, il faut sensibiliser certaines personnes chez vous à de la formation. On a des bons organismes, pour les pas les citer, on a l'Audace, on a Acte International, on a la douane qui fait des formations. Eh ben voilà. Alors c'est peut-être voilà, ça a un coût, mais quel est le coût par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne sait pas, qui n'aura pas la réaction en entreprise et qui va se taper une amende plus une perte d'OEA, etc. Donc voilà, tout le monde. Ce serait bien qu'on puisse tous faire des formations, mais je suis persuadée que dans le fond de l'entreprise, il y a des personnes qui peuvent bien vous aider s'ils sont bien formés derrière. Et je remercie particulièrement aussi toutes ces associations qui sont là pour nous faire des rappels et qui appuient. Et j'en ai suivi même une dernièrement, pas plus tard qu'il y a 15 jours, Hélène. Et pourtant, j'ai encore appris des choses et j'étais ravie. C'était plus sur la déclaration en douane. Donc, merci d'ailleurs à Charles pour cette belle petite formation. Voilà, il faut y aller. Il faut fouiner, il faut y aller. Il faut aussi voir des gens comme Florence avec son expertise. Elle rencontre des choses et rien de tel que des exemples, un langage simple du vécu pour faire comprendre qu'il y a des choses à faire. Et on a aussi les juristes, hein, les cabinets d'avocats aussi qui peuvent vous aider. Voilà, tout dépend de votre problématique. Bon, je pense on a été bien bavards, surtout vous deux, mesdames. Ah, écoute, t'as voulu qu'on donne des exemples, on les a donnés, hein. Non, mais c'était super. Merci, merci à tous pour votre participation. Le support vous sera envoyé si vous avez des questions. Il reste encore quelques minutes, donc vous pouvez les poser dans le chat. En tout cas, merci, merci à tous pour votre présence et puis on vous souhaite un bon appétit. Et puis à bientôt pour un prochain webinar. Oui, merci Yann pour le lien pour aller voir les codes concernés. Ça va aider, je ne sais plus qui l'a dit. Elle va pouvoir faire un rapprochement aussi avec le règlement en question. Je ne sais plus la question c'était, mais elle va se retrouver dans ta réponse. Merci beaucoup Yann. Merci, bonne journée, Véronique. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Non, non. On va pouvoir clôturer. Merci Florence, merci merci, Christy, Merci je à veux dire. toi. Merci Sylvie. Merci Merci à à vous toi aussi. aussi, Hélène. Merci. À Merci. bientôt. Bon appétit à tous. Au revoir. Et tout le monde est parti.